Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Je n'ai pas l'habitude de parler de ce genre d'affaires sur ma chaîne, mais beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Dans cette vidéo, nous allons parler du pire tueur en série australien, Ivan Milat, ainsi que de son neveu, Matthew Milat, ainsi que d'autres potentielles victimes de Ivan Milat. Je serai en collaboration avec la chaîne Lily 911. Commençons cette vidéo en vous parlant de Matthew Milat. Il a tué son ami David Ochterlony le 20 novembre 2010 avec son complice Cohen Klein à Belanglo State Forest. Matthew Milat a secoué tout son quartier et les Australiens lorsqu'il a été arrêté et condamné pour avoir tué son ami de 17 ans David Ochterlony dans la forêt domaniale de Belanglo le 20 novembre 2010. Il n'a pas tué seul, il avait un complice, son ami de 19 ans, Cohen Klein. David Ochterlony est né le 20 novembre 1993. Il a été assassiné le jour de son 17e anniversaire à Belanglo State Forest en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. David est décrit comme un adolescent sans problème. Il adorait faire du skateboard ainsi que de la moto et du vélo. Et il adorait surtout jouer à la PlayStation. Il a grandi dans la maison familiale de ses grands-parents. Il avait énormément d'amis. Il était heureux et aimait la vie par-dessus tout. C'était un adolescent très confiant, avec beaucoup de gens. Il leur donnait une chance et tout le monde aimait passer du temps avec lui. Quand David a commencé à fréquenter Matthew, sa grand-mère n'était pas d'accord. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui, comme elle le déclara. En plus, il était associé à la famille de Ivan Milat. Elle dira à David qu'elle ne l'aime pas, qu'elle n'a pas du tout confiance en lui et qu'il y a quelque chose vraiment de bizarre chez lui. Elle lui répétera encore qu'il était lié à Ivan Milat, celui qui avait assassiné les backpackers. Mais David lui a répondu « Il faut toujours voir le bien chez les gens. Tu vois toujours le mauvais, mais imagine qu'il soit quelqu'un de bien, qu'il n'a rien à voir avec son oncle. » La famille de David était bien consciente des crimes d'Ivan Milat. Ils ont toujours considéré son petit-neveu Matthew comme un peu étrange. Mais bientôt, le comportement de Matthew va changer. Un après-midi, pendant que sa grand-mère était chez elle, elle a entendu crier, comme s'il y avait une bagarre à l'extérieur. Elle regarda par la fenêtre et elle vit Matthew attraper David à la gorge. Ils commençaient à se bagarrer. Elle est sortie et elle a commencé à crier après Matthew. C'est là que Matthew a foncé droit sur elle. Pour se protéger, elle a mis les mains devant lui et elle l'a repoussé. Et elle lui a dit « Maintenant tu montes dans ta voiture et tu ne reviens plus jamais ici ». C'est là qu'il a commencé à prendre sa voiture et à faire des passages devant sa maison 2 ou 3 fois par jour avant que le drame arrive. David a continué à passer du temps avec Matthew. Le samedi 20 novembre 2010, David fêta ses 17 ans avec sa famille. Pour David, ça a été une très belle journée, ainsi que pour sa famille. Il était heureux, il plaisantait, ils se sont bien amusés. Le soir venu, David est parti pour fêter son anniversaire avec des amis. Sa famille et ses amis ne reverront plus jamais David. Qui est Matthew Milat? Il est né en décembre 1992 en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Ses parents, Peter Murphy et Deb Meuleman, auraient divorcé avant ou après la naissance de Matthew. Par conséquent, il a été élevé par son beau-père Scott Meuleman et a même pris son nom de famille. Matthew a fréquenté le Picton High School, Nouvelle-Galles du Sud. En tant que lycéen, ceux qui l'ont rencontré le décrivent comme un enfant cool, facile, amical et extraverti. Mais tout cela changera à mesure qu'il vieillira. Matthew est le petit-neveu d'Ivan Milat, l'homme communément appelé le Backpackers Murder en Australie. Son lien avec le redoutable tueur en série australien passe par sa mère, qui est la fille de Bill Milat, et Bill est le frère d'Ivan. Lorsque Matthew a eu 14 ans, il a changé son nom de famille en Milat.
Il n'y a aucune confirmation si le changement de nom a été fait légalement ou s'il vient de commencer à l'utiliser. De plus, il y a des spéculations selon lesquelles il a changé le nom de famille parce que les choses n'allaient pas bien entre lui et son beau-père. Et donc, il voulait rester loin de lui, alors que d'autres estimaient qu'il commençait à s'intéresser à son grand-oncle Ivan. Il évoquait régulièrement des histoires sur son grand-oncle et ses exploits au milieu de ses amis. Un autre point est qu'il préfère souvent passer la plupart de son temps dans la forêt de Belanglo, qui se trouve être le territoire où Ivan a tué plusieurs victimes. Il est clair qu'il est vraiment fier de son lien avec les Milates, en particulier avec son oncle. Le soir du 20 novembre 2010, David Osterloni a quitté la maison après avoir fêté ses 17 ans en famille dans la journée. Son intention était de passer du temps avec ses amis, Matthew Milat, Cohen Klein et Chase Day. Si seulement il avait su que passer du temps avec eux signifierait son décès, il serait probablement resté chez lui. Alors qu'il quittait son domicile, on a dit que son père en particulier lui avait dit de passer une bonne nuit et de rester en sécurité. Malheureusement, ces mots étaient les derniers mots qu'il entendrait jamais de son père. Ainsi Matthew est parti avec Matthew et Cohen, en pensant qu'il allait en ville que pour s'amuser, comme c'est le cas pour les anniversaires. Mais Matthew semble avoir une idée différente de la façon dont la soirée va se dérouler. Tout au long du chemin, Matthew n'arrêtait pas de se vanter. Il n'arrêtait pas de dire qu'ils allaient à Belanglo et que quelqu'un allait mourir là-bas. Cela aurait dû alerter David, mais il a pris ça pour une blague. Il pensait tout simplement que Matthew voulait l'impressionner. En arrivant à la forêt de Belanglo, tout était très sombre. C'est là que l'enfer pour David va commencer. Matthew et son complice sont descendus du véhicule, laissant Chase et David dans la voiture. Matthew a alors appelé David pour qu'il sorte de la voiture et se retrouve ensuite à l'arrière de la voiture. Dès que David est descendu de la voiture et a rejoint Matthew et Cohen à l'arrière de la voiture, Cohen a commencé à filmer avec son téléphone portable. Dès que David les a rejoints à l'arrière, Matthew le frappe au ventre avec une hache qu'il a cachée dans le coffre de la voiture. La hache a été utilisée à plusieurs reprises pour frapper David jusqu'à son décès. Après l'avoir tué, Matthew et son complice ont creusé une tombe peu profonde où ils ont enterré le corps de David. Ce qui dépasse l'imagination des gens, c'est la façon dont il a tué son ami et s'en vante. Un jour après le meurtre, il en a raconté l'histoire, disant qu'il avait fait ça pour que sa famille soit plus reconnue. Chase, l'autre garçon qui était assis à côté de David dans la voiture, en rentrant chez lui, a avoué tout de suite le meurtre à son père. Son père a alors immédiatement signalé l'affaire à la police. La police a récupéré le corps de David où il a été assassiné dans la forêt de Belanglo. 2 jours après le meurtre horrible de David, la police a informé sa famille. Ce même jour, le 22 novembre 2010, les coupables ont été arrêtés. Pendant sa garde à vue, il n'a montré aucun remords. Il voulait simplement ressembler à son oncle. Le 8 juin 2012, l'adolescent parent du tueur en série Ivan Milat passera les 30 prochaines années derrière les barreaux pour le meurtre de sang-froid de son ami d'enfance. En prononçant la peine de Matthew Milat et Cohen Klein devant la Cour suprême, le juge par intérim James Matthews a déclaré que le crime délibéré et prémédité avait été commis pour son plaisir personnel et que les 10 dernières minutes de vie de David étaient remplies d'horreur et de tourments inimaginables. Il a vécu l'enfer. Le juge Matthews a condamné Milat à un maximum de 43 ans, Klein à un total de 32 ans. Klein, dont le tribunal a entendu qu'il était fortement influencé par Milat, passera 22 ans derrière les barreaux. Milat et Klein ont assassiné David à l'aide d'une hache à double lame dans la forêt domaniale de Belanglo en novembre 2010. Alors âgés de 17 et 18 ans à l'époque, ils ont plaidé coupables de meurtre. Le juge Matthews
n'a accordé aucune remise pour le plaidoyer de culpabilité de Milat et a noté qu'il constituait toujours un danger potentiel sérieux pour la communauté. Comme dira le juge, il est impossible de décrire l'horreur du meurtre. Milat est tombé clairement dans la pire catégorie pour le cas de meurtre. Matthew Milat, pendant le procès, s'est réjoui du meurtre. Il a déclaré, je cite, « Tu me connais, tu connais ma famille, tu connais le nom de famille Milat, j'ai fait ce qu'ils ont fait. » Pendant le procès, le juge Matthews a déclaré que Milat ne semblait pas avoir de remords, ni d'expression sincère ou de regret pour son crime. Le tribunal a appris que le lieu du meurtre était très important pour Milat, car c'est là que son grand-oncle a attiré un certain nombre de personnes et les a assassinées. Le meurtre et les 15 minutes de supplice de David ont été capturés de manière obsédante sur un enregistrement audio du téléphone portable de Klein. On peut y entendre David supplier, hurler de douleur. Le juge Matthews a déclaré que décrire l'enregistrement était comme glaçant. Et c'est un euphémisme. Tout le monde dans la salle était en pleurs. Le son de David criant à l'agonie était glaçant à l'extrême. On peut aussi entendre David qui essaie désespérément d'apaiser Milat. Milat avait écrit plusieurs poèmes pendant sa détention, dont un intitulé « Regard meurtrier » et « Du côté du mal », où il écrit « Un abri que vous devez chercher, si terrifié que vous pouvez à peine parler ». Un autre poème comprend le verset « Je ne suis pas déconcerté par le sang ou les cris, rien de ce que je fais ne hantera mes rêves ». Le juge Matthews a déclaré que la poésie, très effrayante, semble raconter le meurtre. Il semble se délecter du souvenir de ce terrible événement. Le tribunal était rempli de la famille de David, ainsi que des membres de la famille de Milat, venus entendre la sentence. Le psychiatre Liod Bab a déclaré au tribunal lors de ses observations qu'il s'agissait d'un meurtre basé sur le tourment et la torture, avec un motif basé uniquement sur le frisson de tuer. Compte tenu du temps passé en garde à vue, Milat et Klein seront éligibles à la libération conditionnelle en 2040 et 2032 respectivement. Ils ne se sont pas contentés de le tuer, ils l'ont terrorisé et tourmenté, a déclaré le grand-père de David. L'amour que j'ai pour lui et la haine que j'ai pour ces animaux, et encore les animaux ne font pas ça. Ils ne méritent aucune pitié. La mère de David, Donna Locke, sa grand-mère Sandra et son père également nommé David ont également parlé de leur chagrin et de leur douleur. Son père a rappelé la symétrie tragique de voir son fils enveloppé dans un drap blanc, dans le même hôpital où il l'avait bercé dans une couverture blanche lorsqu'il était bébé. Ce souvenir m'est revenu à l'esprit alors qu'il était allongé sur une table. Je voulais l'embrasser, mais je n'ai pas été autorisée parce que son corps était devenu une pièce à conviction. Ivan Robert Marko Milat était le fils d'un immigrant croate, Stephen Marko Milat, et de l'Australienne Margaret Elizabeth Pidemstone. Le couple a eu 14 enfants. Ivan était le 5e. La police locale savait tout sur les 10 garçons de la famille. Ivan affichait un comportement antisocial depuis son enfance. De 17 ans à 19 ans, Milat était dans un centre de détention pour mineurs pour vol. En 1964, Milat a été condamné à 18 mois de prison pour infraction. Un mois après sa libération, il a été de nouveau arrêté pour vol de voiture et condamné à 2 ans de travaux forcés. En septembre 1967, à 23 ans, Milat est condamné à 3 ans pour vol. En avril 1971, il a été accusé d'avoir enlevé 2 autostoppeurs de 18 ans et d'avoir violé l'un d'entre eux. En attendant son procès dans cette affaire, Milat a été impliqué dans une série de vols avec certains de ses frères, avant de simuler son suicide et de s'enfuir en Nouvelle-Zélande, où il est resté pendant 1 an. Milat a été de nouveau arrêté l'année suivante. Mais les poursuites contre lui ont échoué devant les tribunaux, grâce à son avocat. Après avoir obtenu un emploi de chauffeur de camion,
Milat a rencontré et épousé une jeune fille de 16 ans qui portait le bébé de son cousin. Elle a quitté Milat en 1987 en raison de violences conjugales et le couple a divorcé en octobre 1989. Au moment des premiers meurtres, Milat travaillait par intermittence depuis 20 ans pour la Road Traffic Authority dans toute la Nouvelle-Galles du Sud. Jusqu'au milieu des années 1990, l'autostop en Australie était considéré comme un moyen de transport aventureux et peu coûteux, voire totalement sûr. Encouragé dans les années 1980 par des campagnes touristiques réussies telles que String of the Barbie et des articles dans des publications de voyage telles que Lonely Planet, les routards au budget limité ont cherché des moyens de voyager à bas prix, comme l'achat de voitures d'occasion ou l'utilisation de bus. Cependant, des cas australiens non résolus de personnes disparues, comme celui de Trudy Adams en 1978, Tony Jones en 1982, Naoko Honda en 1987 et Anna Rosa Liva en 1991, conduit à ceux qui font de l'autostop de voyager avec plusieurs personnes pour des raisons de sécurité. Trudy Janet Adams a disparu aux premières heures du 25 juin 1978, après avoir assisté à une danse de Newport Surf Life Saving Club, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Elle a quitté l'événement tôt avant de rentrer chez elle en autostop. Elle a été prise en autostop sur la route Barrenjoey Road et n'a pas été revue depuis. Sa disparition a déclenché la plus grande recherche de personnes disparues de la Nouvelle-Galles du Sud à l'époque, a suscité une attention médiatique nationale étendue et finalement une récompense de 250 000 $ australiens. Les parents et l'ex-petit ami de Trudy Adams, Stephen Norris, ont signalé sa disparition le 25 juin 1978, après qu'elle ne soit pas rentrée chez elle. Bien que la police ait d'abord cru que la voiture dans laquelle elle est entrée c'était une fourgonnette combi verte, Norris, en tant que principal témoin oculaire, a déclaré qu'il l'avait vue entrer dans une fourgonnette Holden 1977, de couleur claire. Dans les jours qui ont suivi, un certain nombre de femmes victimes d'agressions sexuelles, qui avaient été agressées par 2 hommes déguisés, ont commencé à signaler à la police une série de crimes alors inconnus. Les enquêteurs ont alors soupçonné que la disparition de Trudy était liée aux 14 agressions sexuelles désormais connues qui s'étaient produites dans les plages du Nord entre 1971 et 1978 et peut également être liée à une tentative d'attaque contre un autostoppeur plus tôt le soir de la disparition de Trudy. Le 16 août 1978, une récompense de 20 000 $ australiens a été offerte par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud et au fil des ans, son meurtre présumé a fait l'objet d'une enquête policière à 4 reprises. En 1992, l'affaire a été réouverte sur la base d'un intérêt, recentré sur l'éventuelle implication du fourgon vert combi. En 2008, la récompense a été portée à 250 000 $ australiens pour des informations qui conduiraient à la condamnation de son ou de ses meurtriers. En 2009, le principal suspect de l'affaire, un trafiquant reconnu coupable et délinquant sexuel connu sous le nom de Neville Brian Twin, qui a été identifié par certains des victimes de agressions sexuelles, a finalement été interrogé par la police au sujet de la disparition de Trudy. Twin, qui avait également été informateur de la police, a nié toute implication dans la disparition. Il est décédé en 2013. À l'heure actuelle, Trudy est toujours portée disparue. La disparition de Naoko Honda. Naoko, 22 ans, est venue du Japon en Australie pour des vacances. Elle séjournait à Sydney et a été vue pour la dernière fois le 2 juin 1987, dans le Queensland. Elle avait l'intention de rencontrer un ami à Sydney à la mi-juin, mais elle n'est jamais revenue à Sydney. Les affaires et le passeport de Naoko ont été retrouvés dans son appartement de Sydney. Il y a eu une observation de Naoko en 1988, faisant de l'autostop vers le nord de la Sunshine Coast. Malheureusement, elle est toujours portée disparue. La disparition d'Anna Rosa Liva. Anna était une voyageuse italienne qui voyageait en sac à dos en Australie lorsqu'elle a disparu le 28 novembre 1991.
Elle a été vue pour la dernière fois marchant vers le nord, le long de Hutchinson Street, Comber Pedy, vers midi. Elle n'est arrivée en ville en bus que la nuit précédente. Malgré une enquête policière, aucune trace d'elle n'a été retrouvée. La police pense qu'Anna a été soit enlevée, soit est montée volontairement dans un véhicule. Au moment des premières découvertes dans la forêt de Belanglo, plusieurs autres routards avaient également disparu. Un cas impliquait un jeune couple victorien de Frankston, Deborah Everett et James Gibson, qui avait disparu depuis son départ de Sydney pour Confess, près d'Albury, le 30 décembre 1989. Décembre 1989 à Frankston, dans la banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria. James Gibson, 19 ans, écologiste et artiste, faisant très attention à la planète, veut participer au Confest, un festival fréquenté par des militants écologistes et des hippies, et James propose à son amie Deborah de l'accompagner. Ils avaient prévu de rencontrer des amis, mais ne sont jamais arrivés. Lorsque ni l'un ni l'autre n'ont pris contact avec leur famille dans les semaines qui ont suivi, leurs proches ont déposé un rapport de personnes disparues. La police n'a pas été immédiatement concernée. Les 5 autres victimes ont suivi des parcours similaires. Simone Smith, 21 ans d'Allemagne, a quitté Sydney pour Melbourne le 20 janvier 1991. Elle devait retrouver sa mère à l'aéroport de Melbourne 4 jours plus tard. Gabor Nengenbauer, 21 ans, et Adja Abschied, 20 ans, également allemand, ont quitté Sydney le matin de Noël de 1991. Le couple devait faire le trajet de 4000 km jusqu'à Darwin avant de retourner à Munich un mois plus tard. Ils ne sont jamais montés dans l'avion. Caroline Clark, 21 ans, de Surrey, et Joanne Walters, 22 ans, de Maesteg au pays de Galles, se sont rencontrés dans une auberge de routard à King Cross, à Sydney, et y ont partagé un appartement. Elles avaient fait de l'autostop ensemble plusieurs fois en Australie, dans la petite ville de Mundera à Victoria et sur le chemin de la Tasmanie pour cueillir des fruits. En avril 1992, elle quitte à nouveau Sydney pour se diriger vers le sud en direction de Victoria ou de Perth en Australie occidentale. Lorsque des semaines se sont écoulées sans aucun contact avec leurs parents, les 2 familles sont passées à l'action, alertant la police au Royaume-Uni et en Australie et utilisant les médias pour susciter l'intérêt pour l'affaire. Il n'a pas fallu longtemps aux journalistes pour commencer à lier leur disparition à d'autres cas. En avril 1992, une émission de télévision australienne a suivi les parents de Nengenbauer alors qu'ils cherchaient leur fils, pointant du doigt d'autres routards disparus. Le 19 septembre 1992, dans la forêt de Belanglo, d'une surface de 4000 hectares, 2 Australiens qui s'entraînent pour une course d'orientation tombent sur un corps en décomposition. La police qui arrive sur place indique que la cause du décès est d'origine criminelle. Grâce à son dossier dentaire, la victime est identifiée. Il s'agit de Joanne Waters, la voyageuse du pays de Galles qui avait disparu 5 mois plus tôt. Mais aucune trace de Caroline Clark, l'Anglaise qui était avec Joanne. Le lendemain, les enquêteurs fouillent la zone. C'est là où ils repèrent des chaussures de marche qui dépassent d'un tas de bois. Le corps de Caroline sera retrouvé. Suite aux 2 corps retrouvés, une enquête criminelle est ouverte. C'est le début de la plus terrifiante affaire australienne. Les enquêteurs fouillent la zone des crimes à la recherche d'indices, mais cela est très difficile. En faisant leurs recherches, ils récupèrent 6 mégots de cigarettes de la marque Long Beach et aussi une douille de calibre 22 Winchester. Les indices seront mis sous scellé. Les enquêteurs verront également un tas de cendres entourées de pierres, comme si quelqu'un avait fait du feu. Le médecin légiste procède aux autopsies de Caroline et Joanne. Joanne a été sauvagement assassinée. L'examen révèle que Joanne a été ligotée, étranglée et poignardée dans le dos et la poitrine. La aorte et les poumons ont été transpercés. 2 côtes ont été coupées. Le légiste en déduira que son meurtrier a une grande force physique. Elle a reçu 14 coups de couteau. 2 ont sectionné la moelle épinière au niveau de la nuque.
Joanne a probablement subi une agression sexuelle. Son t-shirt était relevé et sa culotte a disparu. Pour Caroline, elle était attachée les mains au-dessus de la tête. Sa tête était recouverte d'un t-shirt. Caroline a reçu 10 projectiles de balles dans la tête à bout touchant. Ces balles ont été tirées de 3 directions différentes. 4 sur le côté gauche, 3 sur le côté droit et 3 à l'arrière de la tête. Le légiste constate que Caroline a reçu un coup de couteau dans le dos, mais un seul. Suite à une expertise, l'arme qui a été utilisée est une carabine semi-automatique Ruger 10-22 équipée d'un silencieux. Un profiler interviendra dans cette enquête, le docteur Ron Milton. Pour le docteur Milton, il n'y a aucun doute, ce tueur est un sadique extrêmement dangereux. Mais pour lui, vu le mode opératoire des 2 crimes, qui ne sont pas identiques, lui laisse penser qu'il y aurait au moins 2 meurtriers. Il y a eu 2 armes utilisées, un couteau et une arme à feu. Voilà ce qu'il fait aussi penser au docteur Milton qu'il y aurait 2 personnes impliquées. Aucune affaire des 2 touristes ont été retrouvées, ni leur sac à dos, ni leur matériel de camping. Malheureusement, suite à tout ça, les recherches vont être arrêtées. 1 an après, octobre 1993, l'enquête n'avance pas, faute de preuves. Bruce Prayer est un habitant du coin. Il décide de faire des recherches lui-même, ayant été très choqué par ce double meurtre. C'est là, en fouillant, qu'il tombe sur un crâne à 600 mètres des corps de Caroline et Joanne. Il l'apportera immédiatement à la police, qui arrivera par la suite sur place. Les policiers, en arrivant sur place, trouveront 2 squelettes, incomplets, recouverts par des branches. Des hélicoptères commencent à survoler la zone. Des examens dentaires permettront d'identifier les 2 corps comme étant ceux de Deborah Everest et de James Gibson, le couple qui avait disparu 4 ans plus tôt, en décembre 1989. L'autopsie des corps montreront qu'ils ont vécu un vrai supplice. Deborah a été trouvée en position fétale, les mains attachées, dans le dos. Les causes de la mort sont multiples. Elle a été battue par un objet contondant, ainsi que 2 fractures à la tête et une autre à la mâchoire. L'os frontal a 4 marques causées par une lame. Une évoque un coup de sabre ou d'épée. Elle a été également poignardée dans le dos, ce qui aurait percé le cœur ou l'aorte. James a été poignardé à la colonne vertébrale. Plusieurs vertèbres ont été tranchées. À l'époque de la disparition du couple, les policiers avaient retrouvé le sac à dos et l'appareil photo de James à Galston Gorge, au nord de Sydney. Les objets étaient placés au bord d'une route. La Task Force R va enquêter sur ces affaires. Ils mettent en place un numéro d'appel pour toute personne qui aurait des informations. Une récompense de 500 000 $ australiens est offerte par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud à toute personne qui fournira des informations qui permettront de retrouver le ou les responsables. Les policiers vont faire un énorme travail de recherche dans la forêt de Belanglo. Ils utilisent également des chiens. Le 1er novembre 1993, les policiers ont fouillé près de 22 km² de forêt, malheureusement sans rien trouver. Jusqu'au jour où ils vont trouver une boîte de cartouches Winchester Winner calibre 22, ainsi que des douilles du même calibre. Ils vont également retrouver un jean de couleur rose et un crâne avec un bandeau mauve. Grâce au schéma dentaire, le crâne va être identifié comme celui de Simone Schmidl, la jeune Européenne qui avait disparu. Malheureusement, elle a subi le même sort. Sa colonne vertébrale a été sectionnée. Le sac à dos et le matériel, là encore, sont manquants. Ce qui alarme les enquêteurs, c'est que le jean rose trouvé sur place n'appartient pas à Simone. Ce jean ressemble beaucoup à celui que portait Angea Abschied, une autre touriste allemande disparue, avec son compagnon Gabor Navibauer. Désormais, ce sont environ 300 policiers australiens qui fouillent la zone. C'est là
où ils trouvent 2 squelettes cachés sous des branches, dans des tombes peu profondes, à 55 mètres l'une de l'autre. Ce sont bien les corps des 2 Allemands disparus. Eux aussi ont connu une fin horrible. Gabar a été violemment frappé, la mâchoire et un bras fracturés. Il a été étranglé avec un bâillon enfoncé dans la gorge. Il a été frappé, étranglé et abattu par 6 balles dans la tête. Grâce au médecin légiste, il découvrira que le nœud est complètement différent de celui retrouvé sur Johan Waters. Angea a été, je suis désolé pour les personnes sensibles, décapitée, avec une épée ou une machette. Elle était a priori encore vivante au moment de son exécution. Elle était à genoux. Il y avait sur place 90 douilles de marque Winchester. Ils ont également découvert une paire de menottes artisanales, faites de cordes et de câbles électriques. Les enquêteurs ont 7 meurtres à résoudre. Tous ont été retrouvés dans la forêt de Belanglo. La carabine est l'objet qui relie tous ces horribles crimes. Tous ces meurtres sont certainement l'œuvre d'un seul meurtrier pour l'instant inconnu. Pour les enquêteurs, il devient très urgent de l'arrêter, car au fur et à mesure des corps, le meurtrier est de plus en plus sadique et fou. Il devient de plus en plus dangereux. Les policiers essaient de mettre tout en œuvre pour identifier le propriétaire de la carabine Ruger 10-22. La police va dresser la liste de tous les propriétaires de cette carabine, saisir les armes et de procéder à des tests balistiques pour comparer ces armes et trouver une correspondance avec les munitions trouvées sur place. Le problème, cette information va vite être mise en avant par la presse. Donc le propriétaire de cette arme à feu peut vite s'en débarrasser. Les enquêteurs sont furieux. Ils trieront environ 10 000 fiches enregistrées. Ils arriveront à en sortir quelques-unes intéressantes, de 2000 personnes. La police va s'intéresser à 3 personnes. La première personne se prénomme Paul Miller. Il travaille dans une usine de plastique de la région et il a une mauvaise réputation. C'est un homme qui est souvent alcoolisé, même drogué au travail. Ses collègues ont peur de lui. Il aime les armes à feu. Chaque week-end, il pratique le tir sur sa propriété. Il a fait certaines déclarations inquiétantes. Le 21 septembre 1992, alors qu'à son travail, ses collègues parlent de la mort des touristes. Miller a dit « Ils n'ont pas encore trouvé les 2 Allemands. Il y a d'autres corps là-bas. » C'est seulement 13 mois plus tard que les 2 touristes allemands seront retrouvés par la police dans la forêt de Belanglo. Ses collègues, ayant peur de lui à l'époque, n'osent rien dire. C'est la femme d'un de ses collègues qui préviendra la police. La police fera une enquête sur lui. Ils apprendront que son véritable nom est Richard Milat. La deuxième personne suspectée. En octobre 1993, un étrange témoignage. Un policier étant au club de tir de Boro pour interroger les propriétaires de la fameuse Ruger 10-22, c'est là qu'une personne s'approche du policier et lui explique qu'il a vu quelque chose d'étrange dans la forêt de Belanglo. Il fera une déposition au commissariat. Il expliquera que le 26 avril 1992, aux alentours de 16 heures, il avait quitté le stand de tir. Il roulait sur un chemin forestier qui traversait la forêt de Belanglo, quand il aurait croisé 2 véhicules se dirigeant vers la forêt, une Ford Chocolat et un 4x4 Nissan ou Holder Navara, beige et marron. Lorsque le véhicule serait passé à côté de lui, il remarquera sur la banquette arrière une femme blanche dans la vingtaine bâillonnée. Il avait déjà vu plusieurs fois ces véhicules dans cette même forêt et que les occupants de ces voitures avaient des armes à feu. Le témoin serait en fait Alex Milat. La police a commencé à surveiller la maison de Milat à la rue Sinadar le 26 février 1994. Ils ont appris que Milat avait récemment vendu son 4 roues motrices, un Nissan Patrol en argent peu de temps après la découverte des corps de Clark et Walter. La police a également découvert que Milat avait travaillé au moment des attaques et de nombreux témoins ont attesté de son obsession pour les armes.
Le frère de Milat, Bill, dont Ivan a souvent fait utiliser son identité pour des immatriculations de travail ou de véhicules, a été interrogé. Lorsque le lien avec l'attaque de Paul Ognon a été découvert, Ognon s'est envolé pour l'Australie pour aider les enquêteurs. Le 5 mai 1994, Paul Ognon a identifié positivement Ivan Milat comme l'homme qui a tenté de l'agresser après l'avoir ramassé sur la route. Cela a suffi à arrêter Milat. Pour ce faire, 50 policiers ont encerclé le domicile de Milat, y compris des officiers lourdement armés de l'unité des opérations tactiques. Une fouille de la maison a révélé de multiples armes, y compris un fusil Anschutz modèle 14-41-42 de calibre 22 et des composants pour un fusil Rutgers 10-22 de calibre 22 qui correspondaient tous deux à des armes utilisées dans les meurtres, ainsi qu'un pistolet Browning et un couteau Bowie. On a également trouvé des sacs de couchage, une tente, de l'argent étranger, du matériel de camping et des caméras qui appartenaient tous aux victimes. Des maisons qui appartenaient à la mère de Milat et à 5 de ses frères ont été perquisitionnées simultanément par plus de 300 policiers, trouvant un total de 24 armes, 250 kg de munitions et plusieurs autres objets appartenant aux victimes. Milat a été traduit en justice le 23 mai, mais n'a pas plaidé. La semaine suivante, il a été accusé des meurtres de Routard. Le 28 juin, il a licencié son avocat et a demandé de l'aide juridique. Pendant ce temps, Richard et Walter Milat ont été jugés pour des accusations d'armes, de drogue et d'objets volés en relation avec des objets trouvés sur leur propriété. Milat a eu une audience de dépôt qui a débuté le 24 octobre concernant les meurtres et a duré jusqu'au 12 décembre, au cours de laquelle plus de 200 témoins ont comparu. Le 26 mars 1996, le procès de Milat a débuté à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, poursuivi par Mark Tedeschi. Sa défense a fait valoir que malgré la preuve, il n'y avait aucune preuve que Milat était coupable et a essayé de rejeter le blâme sur d'autres membres de la famille Milat, à savoir Richard. 145 témoins ont pris position, y compris des membres de la famille Milat, qui ont tenté de fournir des alibis. Après 18 semaines de témoignages, le 27 juillet 1996, le jury a reconnu Milat coupable des meurtres. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour chaque chef d'accusation, sans possibilité de libération conditionnelle, et a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de faux emprisonnement et de vol qualifié de Paul Ognon, pour lesquels il a reçu 6 ans de prison chacun. Lorsque Milat est arrivé à la prison de Maitland, il a été immédiatement battu par un autre détenu. Environ un an plus tard, il a tenté de s'échapper avec le trafiquant de drogue, condamné et ancien conseiller de Sydney, George Savas. Le plan a échoué et Savas a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Et Milat a été transféré à la super prison à sécurité maximale de Goulburn en Nouvelle-Galles du Sud. En novembre 1997, Milat a fait appel de ses condamnations en raison d'une violation de son droit à la représentation juridique, mais la Cour d'appel criminelle de la Nouvelle-Galles du Sud l'a rejeté. En 2004, Milat a déposé une demande auprès de la Haute Cour pour obtenir une autorisation spéciale d'appel pour de nouveaux motifs. Cette décision a été rejetée et en octobre 2005, sa dernière voie d'appel a été refusée. 2 appels ont été rejetés en 2006 et un autre en novembre 2011. Le 26 janvier 2009, bon appétit bien sûr, Milat s'est coupé le doigt avec un couteau en plastique, avec l'intention de l'envoyer par la poste à la Haute Cour pour forcer un appel. Il a été conduit à l'hôpital de Goulburn sous haute sécurité et a été renvoyé à la prison après que les médecins
et décidé que la chirurgie n'était pas possible. Milat s'était déjà fait du mal en 2011 lorsqu'il a entamé une grève de la faim de 9 jours, perdant 25 kilos dans une tentative infructueuse de se faire offrir une PlayStation. C'est beau de rêver. En mai 2019, Milat a été transféré à l'hôpital Prince of Wales de Randwick et a reçu un diagnostic de cancer de l'œsophage terminal. Il a été renvoyé en prison après avoir reçu un traitement. Mais le 9 août 2019, il a été transféré dans une unité de traitement en milieu fermé à l'hôpital après avoir perdu 20 kilos en quelques semaines. Le 27 octobre 2019, Ivan Milat est décédé alors qu'il était soigné à l'aile de l'hôpital de Long Bay Jay. Il avait 74 ans. Le témoignage de Boris Milat, les derniers instants de Milat avant son décès. Pour Boris Milat, le frère aîné de Ivan, Ivan est mort depuis longtemps. Il n'est rien pour moi, rien d'autre qu'un tueur diabolique. Les liens de sang ne signifient rien pour moi. C'est un monstre de la pire espèce. Il a tué tant de gens, 7 routards de manière si horrible, et encore beaucoup d'autres. Il a torturé leur corps, même après leur mort. Cet homme n'est qu'un tueur en série diabolique, un monstre. Le jour de la mort d'Ivan, son frère a été soulagé. Il est le seul de la famille à dénoncer publiquement le tueur en série notoire dans la vie et maintenant dans la mort. Toute la famille d'Ivan, hormis Boris, ont toujours clamé l'innocence d'Ivan, qu'il n'aurait jamais fait ce qui lui a été reproché. Pour eux, la police aurait tout inventé. Il leur a fallu un coupable et c'est Ivan qui a pris. Comme le dira Boris, ma famille doit avoir un sérieux problème, un si petit QI, pour ne pas croire en la culpabilité d'Ivan avec toutes les preuves contre lui. Ma famille préfère soutenir un tueur en série psychopathe. Cela me fait très mal, mais je n'oublierai jamais ce qu'il a fait à ces pauvres jeunes. Et tant d'autres qu'on n'a jamais retrouvés. Qu'il aille en enfer. Pour Boris, son frère n'avait pas d'empathie. Ses meurtres ont été gratuits. Et il ne vivait que pour le frisson de tuer. Quand il était plus jeune, au départ, ce fut des petits animaux, puis de plus en plus gros, et ensuite des êtres humains. Pour Ivan, la vie humaine n'avait pas d'importance. Que cela soit une femme ou un homme, pour lui c'était des proies, un jeu pervers où il se délectait. Boris a encore beaucoup de mal à parler de ce qu'a fait son frère à ces jeunes voyageurs. Pour lui, aucune personne ne mérite de finir comme ça. La mort fait partie de la vie, bien sûr. Nous pouvons être malades, avoir un accident, mais ce qu'il leur a fait est inconcevable, impardonnable et monstrueux. Beaucoup se poseront la question pourquoi Ivan s'est transformé en monstre. Pour son frère, c'est dès sa naissance qu'il avait un problème, quelque chose qui n'allait pas dans sa tête. Le juge au procès d'Ivan a dit qu'il était inévitable qu'une autre personne était également impliquée dans ces meurtres. Mais pour Boris, jamais il n'a pensé que c'était le cas. Pour lui, aucune autre personne de sa famille n'est impliquée. Pourtant, les policiers ont suspecté 2 de ses frères, Richard et Wally. Pour Boris, aucun des 2 n'aurait été capable de faire ça. Pour Boris, Ivan était seul et assez fort pour neutraliser ses victimes, surtout en les menaçant d'une arme. En pleurs, Boris explique, la terreur et la douleur que les jeunes ont été forcés de subir étaient inimaginables. La chose la plus terrible dans la façon dont ils sont morts est que leur moelle épinière a été coupée, ne les tuant pas, mais les paralysant. Par rapport aux autopsies, ils sont restés a priori un certain temps paralysés. Ils n'ont pas été tués instantanément. Le tueur a pris tout son temps. Qui ferait ce genre de choses? Les détails effrayants nous ont tous consternés, mais hantera à jamais les parents des victimes. Ce n'est pas seulement le tueur de routards qui est tristement célèbre pour son mal. Toute la famille Milat l'était. Collectionneur d'armes à feu passionné et passionné d'armes, Alex Milat est né en 1940. Il a épousé Joanne, âgée de 19 ans, et a travaillé comme mineur.
Le couple, qui est maintenant divorcé, a eu 2 enfants. Sa fille Rachel et son fils Stephen, décédés d'une pneumonie à l'âge de 20 ans. Après quoi, ils ont déménagé dans le Queensland et ont organisé une élection fédérale sur une politique pro-armes en 1998. Il vit maintenant à la ville de Palmwood, dans la région de la Sunshine Coast du Queensland. C'est la dénonciation d'Alex Milat au poste de police de Brown Hall, dans les hautes aires du sud de la Galles du Sud, en 1992, qui a lancé l'enquête qui a conduit à l'arrestation et à la condamnation de son frère tueur en série. Il essayait juste d'être un bon citoyen lorsqu'il a dit avoir vu 2 véhicules entrer dans la forêt domaniale de Belanglo, contenant environ 7 hommes et 2 femmes ligotées, bâillonnés et effrayés. Sa description anormalement vivante correspondait à celle de Caroline Clark et Joan Walters, 2 routards britanniques dont les corps ont ensuite été retrouvés dans la forêt. Shirley Soir, fervente défenseur d'Ivan, Shirley, née 2 ans après Ivan, en 1946, a rendu visite à son frère en prison. Elle a épousé Jerry Soir en 1964. Le couple a eu 2 enfants et a ensuite divorcé. Elle a acheté une maison à Ingleval avec Ivan en 1992 et a vécu avec lui jusqu'à son arrestation. Elle a présenté Ivan à sa dernière petite amie, Shalinster Hugh, en 1992. En 1996, elle a plaidé coupable à l'accusation de possession d'un pistolet de calibre 45, sans licence, enterré dans le parc de la maison d'Igenval, où ils ont gravé leurs initiales sur un chemin. En 2019, Milat mourant a avoué à sa mère les meurtres de la forêt de Belanglo. Sa petite sœur était également au courant de ces crimes et a même aidé à se débarrasser de son arme. Des proches ont reconnu que Milat avait une relation étroite, sinon sexuelle, avec Shirley, avec qui il vivait dans le sud-ouest de Sydney lorsqu'il a été arrêté en 1994. Les autres victimes potentielles de Ivan Milat. Leanne Goodall a été vue pour la dernière fois le 30 décembre 1978 en quittant le Star Hotel à Newcastle, Galles du Sud. Elle a alors disparu sans laisser de traces. Leanne, 20 ans, était une belle étudiante en art qui travaillait à temps partiel comme serveuse à l'Ambassador Night Club, connu localement sous le nom de The Bass, à Newcastle, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, en 1978. C'était une jeune femme dynamique, heureuse et pleine de vie. Sa mère, Beth Lynn, a décrit sa fille comme un oiseau. Lynn a déclaré au Sydney Morning Herald en 2001 « Elle allait et venait comme un oiseau. Elle aimait les gens, mais elle restait toujours en contact. » Le lendemain de Noël, le 26 décembre 1978, Leanne a dit au revoir à sa mère pour la dernière fois. 4 jours plus tard, elle a disparu pour ne plus jamais être revue. Leanne et sa mère ont rendu visite à des parents à Sydney pendant les vacances de Noël et elle prévoyait de sonner le nouvel an avec des amis de la ville. Cependant, Leanne a changé ses plans à la dernière minute sans en parler à sa mère. Au lieu de cela, Leanne est allée vivre avec son frère Warren à Muswellbrook dans le Hunter Valley, à environ 2 heures au nord de Sydney. Le samedi 30 décembre 1978, Warren l'a emmenée à la gare et l'a vue monter à bord d'un train à destination de Newcastle à 13 heures. Elle lui a dit qu'elle avait l'intention de passer la nuit chez leur mère, à Belmont, puis se rendre à Sydney pour célébrer le Nouvel An et rester quelques semaines là-bas. Une ancienne camarade de classe du lycée de Leanne a dit plus tard à la police qu'elle avait vu Leanne ce soir-là devant le Star Hotel, portant un grand sac. C'est la dernière observation confirmée de Leanne. 2 semaines se sont écoulées avant que Lynn ne réalise que sa fille avait disparu. Inquiète, Lynn a appelé les amis de sa fille à Sydney, mais ils ont dit qu'elle n'était jamais arrivée. Lynn s'est ensuite rendue au poste de police de Newcastle pour signaler la disparition de sa fille. La police n'a pas pris la disparition de Leanne au sérieux et ils ont dit à Lynn, sa mère, elle reviendra, mais malheureusement, elle n'est jamais revenue. Quelques mois plus tard, Robin Hickey, 18 ans, de Belmont-North, a disparu après s'être rendue à l'hôtel Belmont pour rencontrer un ami. Elle a été vue pour la dernière fois en face de sa maison Pacific Highway, au crépuscule, le samedi 7 avril 1979. Amanda Robinson, 14 ans, a disparu peu après minuit, le samedi 21 avril 1979, 2 semaines après la disparition de Hickey.
Robinson a été vue pour la dernière fois sur Lake Road, rentrant chez elle après une danse scolaire à Cattle Head. Elle n'était qu'à 3 pâtés de maison de chez elle lorsqu'elle a disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. Le 12 octobre 1979, Amanda Solis, 16 ans, de Hamilton, a disparu alors qu'elle se rendait dans un café chrétien à Newcastle. Amanda a appelé son père à 22h15, depuis la Nouvelle-Galles du Sud, disant qu'elle prévoyait de se rendre dans le Queensland, mais qu'elle avait besoin de vêtements. Elle n'est jamais arrivée chez elle à Hamilton et n'a pas été revue depuis. Une autre disparition digne d'être mentionnée s'est produite près de l'hôtel Star, où l'ancienne camarade de classe de Léane l'a vue le 30 décembre 1978. Debbie Pritchard, 24 ans, a disparu après avoir quitté le Palais Royal, aujourd'hui disparu sur Hunter Street à Newcastle, à 1h30 du matin en mars. À environ 5 minutes à pied du Star Hotel. 10 ans après sa disparition, son corps a été retrouvé dans une forêt. Annette Briffa, 18 ans, a disparu alors qu'elle faisait de l'autostop sur la Pacific Highway près d'Asquith le 10 janvier 1980. Elle n'a jamais été revue. Les infirmières Gillian Jamison et Deborah Bacon, toutes deux âgées de 20 ans, ont été vues pour la dernière fois en train de partir avec un homme correspondant à la description d'Ivan Milat, à l'hôtel Tollgate de Sydney le 12 juillet 1980. À 21h15, ils ont appelé leurs colocataires pour leur dire qu'ils assisteraient à une fête à Wollongong et pour appeler leur travail et leur dire qu'ils étaient trop malades pour travailler les jours suivants. Elles n'ont jamais été revues. Colin Powell, un routard du Royaume-Uni, affirme avoir été ramassé par Ivan Milat quand il faisait de l'autostop, chassé de l'autoroute puis menacé d'un marteau avant de s'échapper vers un autre véhicule, en 1982. Colin n'a jamais signalé l'incident à la police. Effrayé, il n'a jamais voulu en parler. Peter Letcher, âgé de 18 ans, a disparu après avoir fait de l'autostop depuis Sydney le 13 novembre 1987. Son corps a été retrouvé sous des branches dans une forêt d'État, la forêt d'État de Gelonal, le 21 janvier 1988. Il avait été poignardé plusieurs fois dans le dos et on lui a tiré 5 balles dans la tête. Ses yeux étaient bandés. Des mégots de cigarettes et une bouteille de whisky ont été retrouvés sur les lieux. Ivan Milat, dont la femme l'avait quitté, travaillait alors dans la forêt d'État de Génolan. Diane Penachillo, une femme mariée âgée de 29 ans, avec un jeune enfant en bas âge, a disparu de l'hôtel Lake George le 6 septembre 1991, alors que les meurtres canoniques de Routard étaient en cours. Son corps a été retrouvé dans la forêt d'État de Telaganda le 13 novembre, allongé face contre terre, couvert de branches. Elle avait été poignardée à la colonne vertébrale. La disposition de ses vêtements suggérait une agression sexuelle. Une bouteille et une canette de bière ont été retrouvées sur les lieux. Les enquêteurs enquêtant sur les crimes de Ivan Milat ont remarqué des similitudes avec tous les autres cas de décès et de disparition. 2 des plus grands experts australiens du crime ont affirmé que le meurtrier routard Ivan Milat pourrait être responsable d'une vingtaine de meurtres non résolus. La criminologue Dr Zance Mallet et le psychologue criminel Tim Watson Munro présentent des preuves irréfutables que Milat a emporté d'autres meurtres secrets dans sa tombe. Ils ont examiné un certain nombre de meurtres et de disparitions non résolues et les ont comparés à des lieux connus et à des observations confirmées de Milat. L'une des victimes potentielles de Milat est Keren Roland, 20 ans, qui était enceinte de 5 mois lorsque son corps a été retrouvé dans la plantation de pin Fernburn près de Canberra en mai 1971. Le docteur Mallet a déclaré que la victimologie, le type de victime, les circonstances dans lesquelles elle est décédée et les circonstances dans lesquelles elle a été retrouvée l'ont amené à croire que Milat était responsable de sa mort. Les meurtres des jeunes touristes étaient une série de meurtres en série qui ont eu lieu en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, entre 1989 et 1993, commis par Ivan Milat. Les corps
des 7 jeunes disparus âgés de 19 à 22 ans ont été découverts partiellement enterrés dans la forêt d'État de Belanglo, à 15 km au sud-ouest de la ville de Berrima, en Nouvelle-Galles du Sud. 5 des victimes étaient des routards étrangers, 3 étaient allemands et 2 étaient britanniques. 2 étaient des voyageurs australiens de Melbourne. Milat a été reconnu coupable des meurtres le 27 juillet 1996 et condamné à 7 peines consécutives à perpétuité, ainsi qu'à 18 ans sans libération conditionnelle. Il est décédé en prison le 27 octobre 2019, n'ayant jamais avoué les meurtres dont il a été condamné. Que toutes ces victimes reposent désormais en paix. C'est la fin de cette vidéo. On vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.